Ceci est la prison la plus sécurisée du Mexique. De hautes clôtures grillagées, des tours de guet imposantes. La zone est interdite au survol aérien. Cette prison est réputée être impossible à fuir. Pourtant, aujourd'hui, quelqu'un va s'évader. Cette personne n'est autre que le baron de la drogue le plus puissant du monde, El Chapo. Il ne recourra pas à la violence, ni ne franchira les clôtures. Il se contentera de marcher dans sa douche et de disparaître. Voici l'histoire de la manière dont El Chapo est devenu l'un des trafiquants de drogue les plus prospères de l'histoire de l'humanité, de la façon dont les autorités l'ont traqué pendant des décennies, et de comment il leur a échappé à maintes reprises. C'est aussi l'histoire de la manière dont une interview avec un acteur d'Hollywood et une panne de moteur de voiture ont finalement causé sa chute. Joaquín Archibaldo Guzmán Lera est né le 4 avril 1957 au sein d'une famille pauvre, dans un quartier défavorisé, le village de La Tuna, dans les montagnes de la Sierra Madre au Mexique. Les garçons, ici, ne rêvent pas de devenir astronautes, pompiers ou médecins. Ils aspirent à devenir trafiquants de drogue. C'est un moyen de gagner de l'argent, et l'argent représente une porte de sortie. On surnommera Guzmán El Chapo, en raison de sa petite taille. Il ne dépassera jamais 1,67 m. El Chapo abandonne l'école tôt. Il ne termine même pas l'école primaire. À la place, il passe son temps à travailler dans les champs de marijuana et de pavot, une tradition familiale. Dès son plus jeune âge, El Chapo fait preuve d'une ambition dévorante. Il se lie d'amitié avec des figures influentes du milieu local de la drogue, déterminé à gravir les échelons du crime organisé mexicain. D'abord, il devient ce que l'on appelle un résolveur de problèmes. Chaque fois qu'une cargaison de drogue manque à l'horaire, El Chapo élimine la personne responsable. Son attitude intransigeante le rend fiable, et il se rapproche du chef du cartel de Guadalajara. Lorsque ce dernier est arrêté, El Chapo maintient les opérations en cours pour finalement fonder sa propre organisation avec d'autres trafiquants, le cartel de Sinaloa. Il organise des avions, des camions et des wagons pour acheminer de la cocaïne et de l'héroïne vers les États-Unis, et il construit même des tunnels transfrontaliers, une compétence qui lui sera précieuse des années plus tard. Au début de sa carrière, un incident marque les esprits et place El Chapo sous les projecteurs. Voici Juan Jesús Posada. Il est l'archevêque de Guadalajara et un cardinal, l'un des rangs les plus élevés de l'Église. Posada est un homme populaire. Il défend les pauvres et condamne publiquement le commerce de la drogue. En ce moment, il se rend à l'aéroport pour rencontrer un ambassadeur du Vatican. Au même moment, El Chapo et ses gardes du corps arrivent sur le parking. Ils sont là pour prendre un vol vers la ville balnéaire de Puerto Vallarta, l'un des lieux favoris d'El Chapo pour faire la fête. Nous ignorons exactement ce qui s'est passé ensuite sur ce parking. Une chose est certaine, cependant, le cardinal n'y survivra pas. Voici la version officielle. Ses frères dirigent une opération de trafic de drogue depuis Tijuana. Ils sont en guerre avec El Chapo et son cartel. Ils se disputent les territoires de trafic, et d'une manière ou d'une autre, ils apprennent qu'El Chapo sera à l'aéroport ce jour-là. L'un des frères et un groupe d'hommes armés s'y précipitent pour tendre une embuscade. Lorsqu'ils repèrent El Chapo et ses gardes du corps, ils sortent de leur voiture et ouvrent le feu. El Chapo et ses hommes courent vers le terminal, se mettant à l'abri derrière les véhicules du parking. Les balles pleuvent, mais ils parviennent à s'échapper sans être touchés. Cette tentative d'assassinat ratée laisse 7 morts, dont le cardinal. C'est la version des événements que les autorités rapporteront publiquement. Posada aurait été pris dans les tirs croisés. Mauvais endroit, mauvais moment. Mais des doutes subsistent sur cette histoire. Sa mort ne semble pas être une coïncidence. Des experts médico-légaux affirmeront plus tard qu'il est probable que les tireurs aient délibérément abattu le cardinal. Il a été touché 14 fois à bout portant. Plus tard, une version officielle suggère que les tireurs se sont trompés de voiture. El Chapo conduit régulièrement une Mercury Grand Marquis blanche, le même modèle que celui dans lequel se trouvait Posada ce jour-là. Les tireurs auraient pensé qu'il s'agissait de la voiture d'El Chapo et auraient ouvert le feu. Mais le cardinal portait sa soutane lorsqu'il a été abattu. Il n'était absolument pas vêtu comme un baron de la drogue. Si les tireurs l'ont tué à bout portant, comment aurait-il pu le confondre avec El Chapo? Des années plus tard, le successeur de Posada formulera une accusation grave. Il affirmera que le meurtre du cardinal était un crime d'État. Se trató de un crimen de Estado, perpetrado por
la Policía Judicial Federal, es decir, por la policía de la PGR. Il croit que la police a exécuté le meurtre pour le compte du gouvernement mexicain. Posada avait accusé des responsables gouvernementaux d'avoir des liens avec ces cartels. À ce jour, ce qui s'est réellement passé en 1993 à l'aéroport de Guadalajara reste un mystère. Voici l'épouse d'El Chapo, ses fils et l'un de ses partenaires les plus proches. Il y a seulement 2 mois, El Chapo a été capturé et conduit à la prison de haute sécurité d'Altiplano. Maintenant, le groupe élabore un plan pour le faire sortir. Ils commencent par acquérir une vieille propriété à 1 kilomètre de la prison. Ensuite, ils achètent un entrepôt à proximité. Là, ils stockent des armes dans un pick-up blindé. Puis, ils engagent des ouvriers pour une tâche très spécifique, creuser un tunnel sophistiqué. En 1993, après la fusillade à l'aéroport de Guadalajara, le gouvernement mexicain met une prime sur la tête d'El Chapo. Il ne faudra que 2 semaines pour qu'il soit retrouvé et arrêté. Il nie être responsable de la mort du cardinal. Il insiste sur le fait qu'il était la cible présumée de la fusillade. En fin de compte, les autorités le croient. Elles ne l'inculpent pas pour homicide, mais uniquement pour trafic de drogue. Il est condamné à 20 ans dans une prison mexicaine. Mais il continue de diriger le cartel de Sinaloa depuis sa cellule. Par l'intermédiaire de ses avocats, il transmet des ordres à ses alliés les plus proches. Il n'a pas besoin d'être dans la pièce pour tirer les ficelles. Son empire fonctionne grâce à des instructions murmurées et à des mouvements étroitement coordonnés. En 2001, El Chapo en a assez de la vie en prison. De plus, la Cour suprême mexicaine vient d'approuver une loi facilitant l'extradition de criminels comme lui vers les États-Unis. Il est temps de s'évader. La version officielle de sa première évasion est spectaculaire. Il aurait soudoyé un gardien qui l'aide à se cacher dans un chariot de linge. Le gardien pousse ensuite le chariot hors de la cellule, à travers les couloirs, jusqu'à une porte non surveillée menant au parking. El Chapo saute du chariot et grimpe dans le coffre d'une voiture. Le gardien monte dans la voiture et conduit jusqu'à la grille extérieure de la prison. Après une fouille rapide, la voiture est autorisée à passer. Personne ne vérifie le coffre. Mais encore une fois, ce n'est que la version officielle. Plusieurs auteurs et journalistes n'y croient pas. L'un d'eux soutient que les points de contrôle de la prison étaient équipés de capteurs de chaleur et de mouvements capables de détecter toute créature vivante, même un chat. Cela signifie que les alarmes auraient dû se déclencher. Au lieu de cela, le journaliste suggère qu'El Chapo aurait pu quitter la prison vêtu d'un uniforme de police, escorté par d'autres officiers corrompus. D'une manière ou d'une autre, la corruption systémique a probablement joué un rôle, et El Chapo met sa liberté retrouvée à profit. Au cours des années suivantes, le paysage des cartels mexicains change radicalement. En 2002, le chef du cartel de Tijuana est tué dans une fusillade avec la police. Il s'agit de l'un des frères qui aurait tenté d'assassiner El Chapo à l'aéroport. 1 an plus tard, le chef du cartel du Golfe est arrêté. 2 grands cartels se retrouvent sans leadership. El Chapo y voit une opportunité. Il s'étend sur les territoires de Tijuana et du Golfe, déclenchant des combats brutaux. Nuevo Laredo, une zone le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, se transforme pratiquement en zone de guerre. D'anciennes forces de l'armée mexicaine commencent à travailler pour El Chapo. Elles s'affrontent avec ce qu'il reste du cartel du Golfe, dont les combattants principaux ont été partiellement entraînés par les États-Unis. Dès le début, la violence entraîne plus de 1000 morts, dont de nombreux civils. Et ce n'est que le début. En 2006, Felipe Calderón devient le nouveau président du Mexique. Déterminé à réprimer le crime organisé, il déclare la guerre au cartel et déploie l'armée. La violence s'intensifie dramatiquement. Entre 2007 et 2014, plus de 160 000 personnes perdent la vie dans le cadre de la guerre contre la drogue au Mexique. Durant ces années de bain de sang, El Chapo s'élève. Il devient le criminel le plus recherché au monde, transformant le cartel Sparkle de Sinaloa en l'une des organisations criminelles les plus puissantes de l'histoire. Il devient le principal fournisseur de drogue aux États-Unis. Cocaïne, héroïne, méthamphétamine et fentanyl. Le cartel d'El Chapo opère dans 50 pays et génère des milliards de dollars de profits chaque année. En retour, El Chapo devient extrêmement riche, figurant finalement sur la liste des milliardaires mondiaux de Forbes. Pas étonnant qu'il soit difficile de le garder enfermé. L'équipe de sauvetage d'El Chapo doit connaître l'emplacement exact de sa cellule. Ils font donc entrer une montre GPS dans sa cellule,
déguisés en aliments. Désormais, les ouvriers savent dans quelle direction creuser. Pendant un an, ils construisent un tunnel sophistiqué. Une construction complexe soigneusement planifiée, coûtant environ 5 millions de dollars. Le tunnel mesure 1,5 km de long et 1,70 m de haut. Il est renforcé par un cadre en bois. Il est équipé de lumière et même d'un système de ventilation. Creuser un tunnel génère beaucoup de terre. Les ouvriers construisent donc un système de rails avec une moto adaptée pour transporter la terre hors du tunnel. Cette construction est également prévue pour servir de véhicule d'évasion plus tard. Mais comment El Chapo s'est-il retrouvé à Altiplano en premier lieu ? Andrew Hogan est un agent de l'agence de lutte contre la drogue. Il veut faire tomber le baron de la drogue le plus puissant de la planète. Peut-être de l'histoire. Actuellement, il cherche des alliés. Mais il découvre rapidement qu'il n'existe aucune task force. Pas d'équipe. Pas même un seul agent fédéral assigné à la tâche de traduire El Chapo en justice. Il prend donc des cours d'espagnol et se prépare à déménager au Mexique. Pendant ce temps, l'un de ses collègues aux États-Unis parvient à obtenir l'accès au BlackBerry d'El Chapo grâce à une personne de son entourage proche. Il localise son téléphone dans la station balnéaire de Cabo San Lucas. Le collègue appelle immédiatement Andrew. Ils sont excités. Ils transmettent l'information aux autorités mexicaines. La DEA et la police mexicaine se rendent rapidement à l'endroit où El Chapo est supposé se cacher. Mais il est introuvable. Ensuite, ils réduisent le signal du téléphone d'El Chapo à l'une des 3 maisons près de la station balnéaire de Cabo San Lucas. Cette fois, c'est un succès. Il est là. Mais avant l'arrivée des forces, El Chapo s'échappe par la porte arrière. D'une manière ou d'une autre, il atteint une piste d'atterrissage sans être capturé et sans vol en sécurité. El Chapo semble toujours avoir une longueur d'avance. Il change constamment de carte SIM et de téléphone, déjouant simplement les autorités. Un agent de la DEA aurait dit que les Mexicains ne pourraient pas attraper El Chapo même s'il se tenait devant un Starbucks en face de l'ambassade. Mais Andrew Hogan ne renonce pas. En mai 2012, il déménage à Mexico avec sa famille et prend en charge l'affaire Sinaloa. Dans les mois qui suivent, lui et son équipe commencent à intercepter des membres de l'entourage proche d'El Chapo. Peu à peu, il découvre le système de communication complexe du cartel, la fréquence des changements de numéros, les possibles noms de code et les emplacements GPS. Lentement, une image commence à se dessiner. Un jour, El Chapo semble vouloir rencontrer un subordonné en personne, et il envoie l'un de ses chauffeurs le chercher. Hogan suit son téléphone. Le chauffeur arrive finalement à un endroit à Culiacán. Ce signal mène à un groupe de 5 maisons. Hogan organise une opération de capture avec des dizaines de marines mexicains, des hélicoptères et des camions, et il rejoint la mission lui-même. Ils encerclent la propriété et prennent d'assaut l'intérieur. Mais une fois encore, El Chapo a disparu. À la place, il trouve une baignoire étrangement placée couvrant l'entrée d'un tunnel menant aux égouts de Culiacán. Mais cette fois, les marines parviennent à rester sur les traces d'El Chapo. 3 jours plus tard, il découvre que l'un de ses hommes l'a conduit dans la ville côtière de Mazatlan, dans un hôtel. Les marines entrent au 4e étage de l'hôtel. Ils prennent d'assaut la chambre 401, se dirigeant directement vers la chambre à coucher. El Chapo est avec sa famille. Il se barricade dans la salle de bain avec un fusil d'assaut. Son épouse supplie les soldats de ne pas faire de mal à leur fille. Peu après, El Chapo se rend. Ils l'ont eu. Le travail d'Andrew Hogan est terminé. Il a capturé l'homme le plus recherché de la planète, et il s'inquiète pour la sécurité de sa famille, qui a déménagé au Mexique avec lui. Il monte donc dans un avion pour retourner aux États-Unis. Pendant ce temps, El Chapo est conduit à Altiplano. Les États-Unis insistent fortement pour son extradition. Cela serait probablement sa perte. La fin de son règne. Il est temps de creuser un autre tunnel. L'équipe de sauvetage et les ouvriers parviennent à localiser l'emplacement exact de la douche de la cellule d'El Chapo. Ils construisent un passage vertical de 10 mètres reliant les tunnels à la cellule, incluant une échelle. Tout ce creusement et ce forage génèrent beaucoup de bruit. Plusieurs détenus se plaignent, mais les gardiens les ignorent. L'équipe de sauvetage d'El Chapo parvient à achever le tunnel de 5 millions de dollars directement dans sa cellule, sans que personne n'intervienne. Il ne reste plus qu'à percer le sol de la cellule. Et ainsi vient le jour. El Chapo est assis sur son lit.
Une caméra de surveillance le filme de près. La caméra enregistre également l'audio. On peut entendre la télévision. Le volume est augmenté. Mais on entend aussi de forts bruits de coups. Probablement quelqu'un en train de percer le sol de la cellule. Ensuite, El Chapo commence à faire les 100 pas dans sa cellule. Après un certain temps, il se dirige vers sa douche, se penche, puis retourne à son lit. Il enlève ses chaussures, s'assoit un instant, puis il marche derrière le mur de la douche et disparaît simplement. Il se glisse à travers le trou dans le sol. Il mesure seulement 50 par 50 cm. Un mètre plus bas, il trouve un appui sur une échelle. Il descend 10 mètres sous terre jusqu'à atteindre le tunnel. Quelqu'un l'attend déjà. Probablement le frère de son épouse. Le sauveteur est assis sur la moto sur rail. El Chapo monte derrière lui. Ensemble, ils parcourent le trajet d'1,5 km jusqu'à l'autre extrémité du tunnel. Lorsqu'ils arrivent, El Chapo et son compagnon gravissent une petite échelle à travers le puits de sortie. Ils se retrouvent dans une maison inachevée, couverte de matériaux de construction. Un quad est garé à l'extérieur. Ils roulent sur une courte distance jusqu'à un entrepôt et passent à un SUV. Puis ils conduisent pendant 2 heures jusqu'à atteindre une piste d'atterrissage. Un avion les attend déjà. Ils montent à bord et s'envolent pour Sinaloa. Deux mois plus tard, l'un des fils d'El Chapo publie un tweet. « Je vais bien ici. Vous savez déjà avec qui. » Une photo est jointe, probablement avec son père. Le tweet est géolocalisé à Costa Rica. Revenons en arrière un instant. Certains éléments de cette évasion spectaculaire ne collent pas. Il existe des images des gardiens observant leurs écrans pendant qu'El Chapo disparaît. Pourtant, il leur faut 20 minutes pour vérifier la cellule. Ils attendent même quelques minutes de plus avant d'entrer et de vérifier le trou d'évasion. De plus, il semble improbable que la construction d'un tel tunnel soit passée inaperçue, d'autant que les détenus se sont activement plaints du bruit des forages. Une grande majorité des Mexicains pensent que l'évasion était un travail de l'intérieur. Peu après la deuxième évasion d'El Chapo, le directeur de la prison et 2 autres responsables sont licenciés. Ensuite, 4 officiels mexicains sont inculpés. 2 d'entre eux étaient membres des services secrets mexicains basés à la prison. Les 2 autres étaient des gardiens qui se trouvaient dans la salle de contrôle, surveillant la cellule d'El Chapo. L'accusation est qu'ils ont offert à El Chapo un temps précieux en ne déclenchant pas l'alarme une fois le baron de la drogue parti. Et El Chapo, lui, redevient l'un des criminels les plus recherchés de la planète. La pression pour le traduire enfin en justice est plus forte que jamais. La chasse est ouverte. Puis, El Chapo fait un mouvement audacieux. Il sait qu'il est considéré comme une légende au Mexique et il veut encore plus de gloire. Un film sur sa vie sur grand écran. Sean Penn est déjà impliqué dans une production à son sujet, aux côtés de l'actrice mexicaine Kate del Castillo. Castillo parvient à contacter El Chapo et ses associés. Finalement, El Chapo accepte de les rencontrer en personne pour discuter du film, alors qu'il est techniquement en fuite. Voici une photo de la rencontre. Sean Penn interroge El Chapo sur sa carrière de baron de la drogue, une histoire publiée plus tard par Rolling Stone. Dans cet article, Penn révèle que les ingénieurs du tunnel d'évasion d'El Chapo ont été envoyés en Allemagne pendant 3 mois pour une formation approfondie, nécessaire pour gérer la nappe phréatique basse sous la prison. C'est une lecture captivante. Sous son sourire, il y a une assurance dans son expression faciale. Une question me vient à l'esprit en observant son visage, tant lorsqu'il parle que lorsqu'il écoute. Qu'est-ce qui ôte tout doute des yeux d'un homme? Est-ce le pouvoir, une clarté admirable ou une absence d'âme? Mais selon des sources gouvernementales, l'interview est également un facteur crucial pour permettre aux enquêteurs de se rapprocher d'El Chapo. Apparemment, tout ce temps, il surveille de très près les déplacements de Penn et Castillo. Nous sommes le 9 octobre 2015. Les forces spéciales mexicaines se rapprochent de lui dans les montagnes de Sinaloa. Après un moment, ils l'aperçoivent. Il n'a qu'un seul garde du corps avec lui. C'est leur moment. Ils se lancent à leur poursuite, les traquant à travers le terrain. Alors qu'il se rapproche, El Chapo tombe d'une falaise. Son garde du corps le retrouve et le porte dans les profondeurs de la forêt. Les forces spéciales perdent leurs traces et ils s'échappent. Un échec catastrophique. Mais les autorités ne renoncent pas à la chasse. En janvier 2016, elles ont une nouvelle chance. Les marines parviennent à localiser El Chapo une fois de plus dans la ville côtière de Los Mochis. L'indice vient d'une commande de tacos passée depuis une camionnette blanche. Des témoins affirment que le chauffeur est l'un des hommes d'El Chapo.
Les marines commencent à surveiller la voiture. Elle les conduit finalement à une maison sécurisée. Quelques heures plus tard, les soldats prennent d'assaut l'endroit. Les hommes armés du cartel tentent de les repousser. Une fusillade éclate. Les marines progressent finalement jusqu'au 2e étage, puis sur le toit. Fidèle à son habitude, lui et l'un de ses hommes armés se sont enfuis par un tunnel caché. À cet instant, ils sortent d'un tunnel de drainage à courte distance, juste en face d'un Walmart. El Chapo et ses hommes doivent s'échapper rapidement. Ils volent une voiture, arme à la main. Mais après seulement quelques pâtés de maison, la voiture tombe en panne. Ils l'abandonnent et perdent un temps précieux. Puis ils s'emparent d'une autre voiture et parviennent à rejoindre l'autoroute. Mais il est trop tard. La police arrête enfin El Chapo, l'un des barons de la drogue les plus puissants de l'histoire. Il dit aux officiers, « Vous allez tous mourir ». 40 de ses assassins seraient en route pour le libérer. Mais il est remis aux marines. Et c'est fini. Après une décennie de cache-cache, s'échappant à maintes reprises, probablement protégé par une corruption systémique, El Chapo a enfin été capturé. Plus tard ce jour-là, le président mexicain tweetait « Mission accomplie, nous l'avons eu ». Peu après, El Chapo est extradé vers les États-Unis, la seule chose qu'il craignait vraiment. Le 17 juillet 2019, 3 ans après sa deuxième évasion, il est condamné à la prison à vie dans la prison Supermax du Colorado. C'est là qu'il reste enfermé à ce jour. Le cartel de Sinaloa et les autres cartels mexicains sont plus forts que jamais, opérant comme des organisations mondiales sans entrave. Il y a tellement plus à raconter dans cette histoire que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, écrivez jusqu'au bout dans les commentaires merci pour votre soutien.